Si vous avez des sous, si vous avez des banques qui vous suivent, eh bien, et que la maison vous plaît, vous l'avez examinée avec un expert, il n'y a pas de problème urbanistique, il n'y a pas de vice, eh bien, c'est parti, on peut se lancer. Et on se dit, bon, ben voilà cette maison, finalement, si on l'achetait. Alors, quand on veut l'acheter, de grâce, ne signez pas n'importe quoi. Signer un document, ça vous engage. Peu importe ce qu'il y a dessus, je dirais, signez un document dans lequel vous dites « je suis prêt à acheter cette maison pour tel prix », vous le signez, vous le datez, l'offre que vous avez faite, elle est parfaitement valable. Et donc, on ne peut pas s'engager sur n'importe quoi. Premièrement, en fait, je veux me laisser un délai de réflexion. Je veux me dire, voilà, j'ai visité la maison, mais j'ai encore un petit doute, et je voudrais que mes parents viennent la voir afin qu'ils me donnent leur feu vert, comme ça arrive très souvent. Mais vous avez peur, parce que vous dites, oui, mais l'agent immobilier m'a dit qu'il y avait encore 15 visites prévues ce samedi après-midi. Moi, j'ai la trouille vraiment que, cette maison, elle me passe sous le nez. Vous avez deux possibilités. Ou bien vous prenez le risque, ou bien vous dites, eh bien, je vais demander une option au vendeur. Vous demandez au vendeur de s'interdire de vendre la maison à quelqu'un d'autre pendant une certaine durée, par exemple 48 heures, ce qui vous laisse un délai de réflexion. Et donc, pendant ce temps-là, le vendeur ne peut pas vendre la maison à une tierce personne. Mais dès l'instant où vous arrivez en disant « Ok, c'est bon, je lève l'option, c'est parti, vous avez acheté la maison ». Alors, il faut faire très attention, d'une part, quand on achète à la manière dont l'option est libellée, mais aussi quand on vend à la manière dont l'option est libellée, parce que potentiellement, ça peut, vous, en tant que vendeur aussi, vous faire perdre des amateurs peut-être un petit peu plus sérieux que celui qui a demandé à prendre une option. Quand vous avez, en tant que vendeur, un amateur qui vient vous dire « Moi, je mets le prix que vous demandez », et sans condition suspensive, avec paiement d'un acompte, et que vous avez quelqu'un qui, juste à côté, dit « Moi, je mets par exemple 3 000 € de plus, sans condition suspensive avec un acompte, mais je voudrais être certain que, il n'y ait pas de problème et je vais passer avec papa et maman ou je vais passer avec mon expert », en tant que vendeur, vous allez dire « Les 3 000 € de différence, finalement, je peux assez vite les faire passer et je vais donc préférer celui qui met le prix que je voulais, moins les 3 000, parce qu'au moins j'ai la certitude d'avoir le prix que je voulais. » Potentiellement, vous imaginez que si vous avez donné cette option à celui qui offrait 3 000 € de plus et que ses parents, son expert, disent « Ah non, cette maison, il ne faut pas l'acheter », vous allez retourner chez celui qui avait offert le prix demandé, qui lui, entre-temps, a trouvé une autre maison et ne veut plus vous acheter votre maison. Et donc, ça peut poser des problèmes. La plupart du temps, comment ça fonctionne ? On signe une offre d'achat. Donc, à partir du moment où vous êtes sûr et certain de votre coût, eh bien, vous signez une offre d'achat. De grâce, ne signez pas n'importe quoi. N'hésitez pas à pousser la porte d'une étude notariale afin de demander à ce que le notaire ou un de ses collaborateurs vise le document et vous dise que vous êtes en train de faire quelque chose de très bien ou que vous êtes en train de faire une énorme bêtise. Il y a des tas de choses que l'on devrait potentiellement mettre dans l'offre. Et comme, par exemple, le disait Renaud là tout à l'heure, la question de la libération des lieux. Je voudrais pouvoir occuper la maison 15 jours avant la signature de l'acte. Si on veut que ce soit mis dès le départ, que ce soit dit dès le départ, il faut l'écrire dès le départ. J'achète à condition de pouvoir obtenir un crédit. La condition suspensive, ça se met aussi d'office dans l'offre, parce que dès l'instant où votre offre est acceptée par le vendeur, la vente existe juridiquement. Et donc, il n'y a plus moyen de négocier les conditions en tant que telles si l'autre partie a décidé de cadenasser les choses et dit « moi je m'en tiens strictement au texte qui m'a été remis, donc au texte de l'offre qui m'a été remis, et je ne veux pas négocier de nouvelles conditions », la vente existe et vous êtes en tant qu'acheteur coincé, et inversement évidemment aussi en tant que vendeur. La signature d'un compromis ou d'une option est souvent un moment plein d'émotions. Celui qui vend sa maison, celui qui achète sa maison ou un appartement. Et c'est un moment où on est souvent enthousiaste, on parle de plein de choses, on évoque la libération des lieux, on est d'accord, oui, on s'arrangera. Non, on s'arrangera, mais s'il y a un contretemps, entre-temps, on ne s'arrangera pas. Et donc, ce qui est évoqué, ce que l'on évoque verbalement, on le couche sur papier et on se met d'accord dessus. Dans le compromis, ça sert à ça, on met les conditions. Pourquoi ? Parce que pendant la période du compromis, dont on va parler dans quelques secondes, il y a toute une série de démarches à faire, et donc il peut se passer plein de choses. Et donc un vendeur qui vous dit « mais vous inquiétez pas, moi je pars quand vous voulez »,
Je pars quand vous voulez. Le nombre de fois, on a déjà entendu des gens nous ont dit oui, mais il m'avait dit ça au moment du compromis. Et puis évidemment, entre-temps, l'appartement qu'il avait vu ne s'est pas libéré, donc il ne sait pas partir, et donc l'acheteur qui voulait aller plus tôt, et ainsi de suite. Et vous vous retrouvez coincé. Vous devez faire 2 déménagements parce que vous achetez un bien et vous ne savez pas y aller tout de suite. Bref, c'est la pétaudière. Donc soyez vigilants à cela. Donc dans le compromis, on en a déjà parlé, toutes les informations doivent se trouver et le compromis est définitif, sauf éventuellement les conditions suspensives qui, comme le terme l'indique, suspendent les effets du compromis, qui ne deviendra définitif qu'une fois qu'on aura obtenu éventuellement le crédit qui conditionnait l'opération. Alors, on a beaucoup de travail, vous imaginez bien dans les études, on ne prêche pas pour notre chapelle, on prêche pour votre chapelle. Signer un compromis auprès d'un notaire est un élément de sécurité. C'est un élément essentiel. Éventuellement, vous pouvez le signer directement avec le vendeur ou l'acheteur entre vous s'il a été lu et relu. Ça, ce n'est pas un souci, mais par contre, qu'il ait été vérifié. S'il est signé dans une étude et qu'il y a un acompte qui intervient, c'est toujours évidemment ça le problème, d'au minimum 5%, l'acquéreur bénéficie en outre d'une assurance en cas de décès accidentel. Alors c'est clair que quand on achète un bien, on pense rarement le lendemain à l'éventualité d'un accident, mais ça peut arriver, donc vous devez savoir qu'il y a une assurance qui est offerte par les notaires qui couvre le risque d'un décès accidentel pendant la période du compromis. L'autre avantage évidemment de signer en une étude, c'est que le notaire est déjà au courant, au parfum de toutes les démarches et vous allez gagner beaucoup de temps parce que toutes les démarches nécessaires à la réalisation, à la préparation d'un acte authentique vont être à ce moment-là déjà lancées. Il y a une véritable importance dans la préparation du compromis, très souvent, et c'est vrai que c'est lié un petit peu au passé, où auparavant, quand on achetait, on s'entendait sur le prix, sur les conditions, on signait et tout allait très vite. Pourquoi ? Parce que la législation administrative, par exemple, en termes d'urbanisme, était très légère, et aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont quand même nettement plus compliquées. En réalité, il ne faut pas foncer pour signer le compromis. À partir du moment où vous avez votre offre, à partir du moment où vous avez un accord, il est tout à fait normal qu'il y ait un délai relativement important qui se passe entre la signature de l'offre, entre l'accord entre le vendeur et l'acheteur, et la signature du compromis. Pourquoi ? Parce que c'est le compromis qui vaut la vente, c'est le compromis qui comporte toutes les clauses, toutes les conditions les plus importantes de la vente, et donc c'est à ce moment-là que le notaire va déjà procéder à un travail de vérification relativement important pour vous assurer la sécurité juridique de la convention, pour que la convention que vous avez signée soit absolument incontestable. Et donc, mais dans certains cas, ça prend du temps. Pourquoi ? Parce que le notaire a la puce à l'oreille par rapport à quelque chose qui lui est dit. Il va faire une recherche dans une administration qui va mettre 2 semaines à lui donner le résultat. Mais au moins, on s'est assuré de la sécurité juridique. Et donc, tous ces éléments prennent du temps, et donc à partir du moment où vous avez une offre, c'est pas grave si vous attendez 1 mois avant de signer votre compromis, c'est même plutôt rassurant, parce que soit vous avez signé votre offre et vous avez un notaire qui avait déjà un dossier super prêt au départ, et en effet vous pouvez le signer tout de suite après parce qu'il s'est assuré au maximum, il a préparé au maximum le dossier, et avec évidemment le vendeur, comment dirais-je, et donc on peut aller assez vite. Mais si le vendeur a décidé, aujourd'hui je vends ma maison, ce soir j'ai trouvé un acheteur et le lendemain je vais chez le notaire en disant il faut qu'on signe un compromis, le notaire il va vous dire mais attention, on va d'abord un petit peu préparer tout ça, on va vérifier qu'il n'y ait pas d'embrouille, pas de problème, on doit vous garantir la sécurité juridique, et donc forcément ça prend un petit peu de temps.